toutes et à tous pour ce nouveau Women's Café. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le thème de la diversité et l'inclusion dans l'industrie. Avec moi pour animer aujourd'hui, Adeline Lenz de l'équipe Women. Bonjour Adeline. Bonjour Alexia, bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots sur ce rendez-vous. Vous le savez maintenant, Women by Neoma Alumni, c'est le réseau mixte de femmes et d'hommes diplômés de Neoma, engagés pour faire de l'égalité une réalité dans leur entreprise et dans la société. On a la chance d'avoir comme marraine Andrés Garcia Poveda, qui est présidente du conseil d'administration du groupe Legrand et qui est l'une des deux seules présidentes d'un groupe du CAC 40, donc on est très fiers. Et le Women's Café, c'est la rencontre pendant 60 minutes avec des femmes et des hommes alumni de Neoma qui sont désengagés et qui font bouger les lignes de la parité dans leur métier et qu'on choisit pour leur parcours inspirant et leur impact au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler diversité et inclusion dans l'industrie, comme je vous le disais. Alors on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont pris conscience que les sujets ESG, donc environnement, social, gouvernance, et en particulier les questions de diversité et d'inclusion sont devenues un vrai pilier stratégique pour réussir de façon durable. Et on voit que toutes ne progressent pas à la même vitesse, mais celles qui progressent le plus vite sont celles qui se mobilisent et qui mettent en place des vrais plans d'amélioration, quel que soit le chemin, c'est-à-dire si elles sont bien avancées ou si elles sont tout juste en train de démarrer. Alors, quels sont les enjeux et les difficultés de ces entreprises, et notamment celles qui, dans certains secteurs de l'industrie où les femmes sont encore sous-représentées, comment font-elles et est-ce qu'il y a des bons exemples à suivre? Eh bien, pour en parler, aujourd'hui, nous recevons deux alumnis, Emmanuelle Guérin, Global Vice-présidente Auto Parts et Commercial Vehicles, qui est un véritable rôle modèle féminin au sein du groupe industriel PPG. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Alexia, bonjour Adeline et bonjour à tous. Et Jean-Louis Coste, qui est diversité, équité et inclusion senior partner et qui est un véritable champion de l'égalité, vous avez compris. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Alexia, bonjour Adeline, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous le verrez, on a deux très engagés sur les sujets d'égalité, de diversité et d'inclusion au sein de PPG. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas PPG, PPG, c'est un gros groupe industriel qui fait pas loin de 16 milliards, de 17 milliards même de chiffre d'affaires en dollars, qui a une raison d'être qui est de protéger et d'embellir le monde en développant des peintures, des revêtements et des matériaux de très haute qualité dans beaucoup de secteurs, que ce soit des produits de grande consommation, la construction, etc. Et curieusement, PPG, ça ne parle pas, mais vous pouvez être sûr que vous utilisez au moins un produit ou voire plusieurs produits qui utilisent des matériaux PPG. C'est 50 000 salariés dans le monde et 140 usines. Donc, un gros groupe industriel. Alors, à vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet Q&A. On prendra 15 minutes avec Adeline pour répondre en fin d'interview. Alors, Emmanuelle et Jean-Louis, merci d'être avec nous ce midi et d'avoir accepté de faire ce Women's Café. Alors, Emmanuelle, je commence par toi. Quelques mots pour te présenter. Donc, tu es diplômée de Neoma, tu es PGE 97. Et puis, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as le goût du challenge. Tu es un véritable rôle modèle, je le disais, dans l'industrie, qui est un environnement très technique dans lequel tu évolues depuis 25 ans, dans de belles entreprises telles que Dupont et puis PPG depuis 2016. Tu as rapidement été reconnu pour ta capacité à embarquer les équipes et à obtenir des résultats significatifs. Et donc, tu prends rapidement des rôles de direction générale. En 2016, tu rejoins le PPG, comme je le disais, et après plusieurs rôles de General Manager, tu es nommé en 2021 vice-présidente monde sur les pièces automobiles et les véhicules utilitaires. Ton challenge, c'est de conduire la transformation de PPG, parce que c'est quand même une entreprise qui a plus de 140 ans, je crois, et d'en accélérer la croissance. Et au-delà de ça, tu es une grande sportive, et tu aimes faire du ski et du kitesurf, et tu m'as dit que tu aimais beaucoup passer du temps en famille avec tes deux filles de 11 et 6 ans. Alors Emmanuelle, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'abord pourquoi l'industrie et l'industrie chimique, et quelles ont été les clés de réussite pour toi? Et enfin, est-ce qu'il y a eu des moments ou des personnes qui ont fait la différence pour toi dans ta carrière? Oui, alors c'est vrai que moi, en fait, quand je suis sortie du lycée, je voulais être pilote de ligne. Ça, c'était un peu
mon ambition. Et puis, comme je ne me voyais pas ingénieur et qu'il y avait finalement peu d'appelés ou peu d'élus pour être pilote de ligne, que la géopolitique, l'économie, les langues m'intéressaient vraiment, je me suis orientée sur une prépa HEC, ce que je n'ai pas du tout regretté. Je me suis dit, bon, à terme, je peux toujours apprendre à piloter si j'ai encore envie de piloter, ce que d'ailleurs, je n'ai pas fait. Mais voilà, je me suis orientée en prépa HEC et donc en école de commerce. Mais mon intérêt pour ce qui était technique et industriel était là. Donc, en fait, au cours de mon cursus, pour les stages, soit les stages courts ou stages de fin d'études, je me suis orientée vers des entreprises industrielles. Et naturellement, à la sortie de l'école, j'ai continué à chercher dans l'industrie. J'ai cherché large, je n'ai pas ciblé particulièrement l'industrie chimique. Je cherchais industrie des équipements, industrie pharma. Bon, il s'est trouvé qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à moi chez Dupont Dow et Elastomers pour un job de responsable grand compte et distribution dans le domaine des caoutchoucs, qui était un domaine que je ne connaissais pas du tout, mais qui s'est révélé très intéressant. Et donc, je me suis orientée dans cette carrière, dans l'industrie chimique. Donc, mon territoire c'était un premier job qui était vraiment, je trouvais très enthousiasmant. J'étais basée en Angleterre, j'avais un territoire international, France, Angleterre, Benelux, Espagne, avec des grands comptes et en même temps de la distribution. Donc, j'ai appris énormément et ça a été en fait une vraie stepping stone, une étape importante dans mon développement de carrière. Et donc, sur les clés de la réussite, j'ai réfléchi un peu à vraiment ce qui avait été pour moi des clés. Je pense que d'abord, saisir les opportunités. J'ai eu au cours de ma carrière pas mal d'opportunités de prendre des rôles auxquels je n'aurais pas forcément pensé ou certainement je n'aurais pas postulé, mais on m'a proposé et j'y suis allée. Je pense que ça a été la première clé. Le fait d'avoir bougé aussi pas mal à l'international, ça je pense qu'aujourd'hui et dans l'environnement, alors à l'époque c'était peut-être moins évident et moins commun, aujourd'hui c'est vraiment, on vit dans un monde globalisé, donc je pense quand même que cet intérêt et la mobilité peut jouer. Il faut que ça convienne, ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais je pense que pour moi ça a vraiment m'a aidé à accélérer. Et puis, je pense qu'en termes de rencontres importantes, j'ai eu très tôt en fait la confiance de mon premier patron, puisque c'est lui qui a vraiment, après le rôle de responsable grand compte, qui m'a proposé de devenir Customer Service Manager, donc mon premier rôle de manager avec une équipe de 12 personnes, donc j'avais 2 ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise, 2 ans et demi d'expérience tout court. Et donc, ça a été aussi un vrai déclencheur. Donc, j'ai eu rapidement l'opportunité de gérer des équipes, mais il m'a fait confiance. Et je me souviens qu'à un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai posé la question, mais et si j'y arrive pas, il m'a dit, mais bien sûr, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Et de toute façon, il faut que tu y arrives, sinon, moi, j'ai un problème. Donc voilà, il m'a fait confiance et j'ai continué comme ça avec d'autres opportunités qui se sont présentées. Je pense aussi le quatrième point, je dirais, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est clair que j'ai eu des postes dont je ne connaissais rien du sujet. J'ai dû apprendre beaucoup, j'ai dû me challenger moi-même et puis j'ai été aussi un peu challengée parce qu'asseoir sa crédibilité dans un domaine qu'on ne connaît pas du tout, ce n'est pas forcément évident. Mais je pense que ça m'a permis aussi de m'élargir l'esprit, de comprendre vraiment comment fonctionne la société enfin l'entreprise et du coup de pouvoir faire le rôle que je fais aujourd'hui de manière assez complète. Et puis enfin la persévérance parce que ça n'a pas été toujours facile tous les jours, il y a des hauts et des bas, donc en fait il faut réussir à rester motivé et puis à dépasser les obstacles quand il y en a. Alors Voilà. justement Emmanuel, tu me disais qu'il y a des moments où le fait d'être une femme, ça n'a pas toujours été simple et ça a pu te mettre quelques barrières. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Comment tu as dépassé ça? Oui, je pense que c'est sûr qu'il y a des situations. Donc moi, je voudrais quand même donner le contexte. J'ai toujours, je pense, évolué dans un environnement professionnel qui était bienveillant. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'être confrontée vraiment à des difficultés flagrantes ou à des obstacles flagrants. Par contre, le biais inconscient est là.
Donc moi, en n'étant pas ingénieur ni chimiste, dans un domaine de chimiste et d'ingénieur essentiellement masculin, j'ai commencé en commercial. C'est sûr que j'étais la seule. Pendant très longtemps, j'ai été la seule femme. Donc voilà, il faut asseoir sa crédibilité, mais je pense qu'en étant professionnel, en restant concentré sur quels sont les besoins, que ce soit du client ou du business dans lequel on travaille, des équipes avec lesquelles on travaille, en restant à l'écoute, on arrive justement à créer la confiance et à s'établir. Mais c'est sûr que ça m'est arrivé d'avoir parfois, dans une réunion, on discutait un sujet technique avec un client, pour donner un exemple, j'étais avec l'assistant technique et le client s'adresse sur des questions commerciales à l'assistant technique et pas à moi. Donc, il y a des petites choses comme ça. Bon, après, il faut pas trop, je pense, rester bloqué sur la situation et puis continuer à avancer. Quand il y a je pense que par contre, quand il y a des vraies situations, inacceptables, ça, il faut pas laisser passer. Il faut le rapporter et le faire remonter. Bien sûr, ça, c'est pas acceptable. Mais sur des petites choses comme j'ai décrit chez le client, bon, c'est un petit peu énervant, mais avec le temps, et avec l'ancienneté, après, c'est plus, je pense, une question de homme-femme, c'est plus une question aussi d'ancienneté, d'expérience qui rentre en jeu. Après, quand on en avait discuté, tu avais parlé de deux apprentissages. La première, c'était la masse critique, l'importance d'atteindre une masse critique, un certain pourcentage finalement de femmes dans une équipe, et puis aussi de veiller à ne pas être the pain in the back, comme tu disais, ne pas être l'enquiquineuse. Oui, oui, ça, je pense que c'est vrai. L'importance d'avoir une masse critique, donc de diversité, et ça, je pense que ça s'applique à toutes les minorités, tous les groupes qui sont sous-représentés. Mais c'est très important parce que si je me suis rendu compte, par exemple dans les équipes avec mes collègues dans l'équipe de direction, si moi je vais avoir une certaine perspective sur un sujet qui ne va pas forcément être le consensus du groupe, et donc si je suis la seule à défendre ces idées, c'est un peu moins audible. Donc, l'importance d'avoir aussi des alliés, que ce soit des alliés, soit des collègues féminines dans le groupe, ça c'est l'idéal, mais aussi des alliés masculins qui vont aider à justement à porter ces perspectives différentes, les faire accepter. Et là, l'effet de masse est important, oui, ça c'est certain. Je m'en suis rendu compte avec le temps. Donc aujourd'hui, je suis très contente. Dans mon équipe actuelle, dans mon groupe leadership, on est à parité d'ailleurs, hommes-femmes. Et puis ensuite, on a une diversité de passeports qui est 7 ou 8 nationalités dans un groupe de 17. Donc ça amène beaucoup de diversité. Et du coup, ça amène aussi la richesse des discussions et l'ouverture d'esprit à des perspectives parfois qui sont assez radicalement différentes de ce à quoi moi je pourrais être habituée ou certains de membres de l'équipe peuvent être habitués aussi. Oui, la diversité dans le groupe, ça je crois qu'on n'a plus besoin de le démontrer, ça apporte vraiment beaucoup de choses en termes de créativité, de performance, de nouvelles idées. Alors, passons à Jean-Louis. Quelques mots, Jean-Louis, pour te présenter. Jean-Louis, toi aussi, tu es diplômé de Neoma, PGE 97 également. Et toi, tu as un parcours très riche qui t'a amené de la lutte contre l'Ebola en Afrique à la promotion de la diversité au sein de PPG. Alors, avant que tu nous racontes tout ça, il y a 10 ans, après une belle carrière en cabinet de recrutement, un événement personnel te fait littéralement changer de vie. Alors, tu as envie de faire un travail qui a plus de sens. Et là, tu t'engages au sein de Médecins sans frontières, puis d'autres ONG médicales, et tu passes 4 ans sur le terrain en Afrique comme coordinateur RH, puis responsable recrutement sur des projets d'urgence médicale. Alors, cette expérience, dans laquelle tu appelles avec beaucoup d'humilité, je tiens à le préciser, un modeste rôle de RH, mais ça change complètement ta vision des ressources humaines. Et à ton retour en France, finalement, pas si facile que ça, parce qu'il y a une dure réalité. Ton passage dans le monde associatif t'a mis un petit peu hors jeu, on va dire, pour une carrière professionnelle dans le secteur privé, jusqu'à ce que tu croises à l'aide de ton réseau, une entreprise qui est plus ouverte, et tu es invité à rejoindre PPG en 2017. Et après plusieurs rôles dans des fonctions de recrutement en Europe,
tu es nommé senior partner diversité, équité et inclusion. Et avec ton équipe, tu as ce bel objectif de déployer la stratégie D&I au sein de PPG dans sa globalité et de contribuer ainsi à faire de l'entreprise le meilleur environnement de travail possible et de croissance professionnelle possible. Et tu es aussi un fier papa d'une famille diversifiée puisque tu as 4 enfants franco-canadiens issus de 2 mariages. Alors, Jean-Louis, je suis sûre que tout le monde a envie de savoir comment on passe de la lutte contre l'Ebola à la promotion de la diversité, de l'inclusion et de l'équité en entreprise et en quoi cette expérience, effectivement, elle a changé ta vision personnelle et d'ailleurs ta vision du monde de l'entreprise et pourquoi tu as choisi d'œuvrer pour ça, pour la diversité et l'inclusion. Qu'est-ce qui t'anime? Il y a beaucoup de choses à dire. J'essaie d'être le plus succinct possible. Alors, en gros, si on prend un maximum de hauteur sur mon parcours, donc j'ai 25 ans d'expérience. Au départ, rien ne me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui ou à mon passage en Afrique. J'ai débuté comme la plupart d'entre nous dans une entreprise en France après avoir été diplômé. Une bonne dizaine d'années dans des cabinets de recrutement où alors, j'exerçais déjà un peu de diversité puisque j'étais celui qui empêchait parfois certains managers de tourner en rond avec des recrutements que je voulais plus diversifiés que ce qu'ils voulaient, certains. J'ai eu des clients très diversifiés. Par exemple, j'ai travaillé pour Louis Vuitton, pour Technip, pour Lagardère, pour Carrefour, enfin des grands groupes et notamment des groupes du CAC 40. Et effectivement, il y a une dizaine d'années, un événement tout à fait personnel, un divorce, pour ne pas le citer, m'a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Et pour me reconstruire, il est devenu évident qu'il fallait que je renoue avec l'international que j'avais déjà touché du doigt dans mes études et dans mon service national que j'avais effectué déjà en Afrique à l'époque au Mozambique. Et travailler pour une ONG est apparu comme étant assez évident, donner du sens, au sens le plus littéral du terme, à ce que je faisais au quotidien. Donc MSF m'a pris, je suis parti fin 2011 au Sud-Soudan, qui était un tout jeune pays à l'époque, comme coordinateur RH. Et là, je me retrouve dans une diversité folle, c'est-à-dire que je me retrouve dans un pays en paix, mais très récemment en paix, avec beaucoup de problématiques médicales, avec MSF où on était une bonne cinquantaine d'expatriés, quasiment autant de nationalités que d'expatriés, des gens du monde entier rejoignent les équipes MSF. Et je me retrouve, moi, parmi eux et un blanc, quelque part, qui travaille dans un pays africain où je dois mener à bien des problématiques de recrutement, des problématiques RH. Donc ça a été très, très intéressant, pas facile, très riche. Et quand je suis revenu en France, alors j'ai terminé MSF, j'ai refait un passage par la France, j'ai vu que déjà, le fait d'avoir travaillé pour une ONG dans on va dire, l'associatif était un problème pour les entreprises, que je voulais revenir en RH et ça n'a pas fonctionné. Je suis reparti donc de nouveau à faire des missions en ONG, où j'ai travaillé donc notamment sur l'épidémie d'Ebola en 2014-2015 pour une ONG très proche d'MSF, à Lima. Et à mon retour fin 2015, après 4 ans effectivement de missions diverses et variées, là, j'ai réussi à rebondir avec mon réseau dans un cabinet de recrutement. Et au bout d'une bonne année, je voulais rebondir, faire autre chose. Et PPG m'a sélectionné pour un poste extraordinaire de recrutement Europe, assez rapidement. Et finalement, au bout de 4 ans dans cette fonction-là, dès qu'on a structuré notre organisation autour de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité, j'ai levé la main. Je pensais que j'avais aucune chance d'être pris. Le profil, pas tout à fait quinca, mais pas loin, caucasien, qui va intégrer une équipe diversité dans un groupe comme PPG. Bon, j'ai tenté et j'ai été convaincant puisque j'ai été pris. Et ça a été un déclic. Et finalement, aujourd'hui, je pense que oui, alors, être un champion de la diversité, c'est un peu présomptueux. Le titre était un peu présomptueux, je pense, Alexia. Mais l'idée, c'est qu'on fait, avec notre équipe, on est 5 personnes aujourd'hui au niveau global, on met tout le monde à contribution, nos dirigeants, nos collaborateurs. On fait le maximum pour structurer tout cela.
Et c'est très, très, très riche parce que du coup, on a des outils, on a une stratégie, j'y reviendrai dans un instant, mais c'est très, très concret. Et aujourd'hui, voilà, je pense que je donne de nouveau un sens à mon travail. Je suis revenu dans le domaine, voilà, dans le domaine du profit, hein, je suis resté dans le non-profit quelques années, mais là, de nouveau, j'ai l'impression d'être utile en amont. Et ça, on sait à quel point c'est important. Absolument. Et mais alors, ce que je voulais dire, c'est que PPG a développé en fait cette stratégie volontaire depuis déjà pas mal d'années. Hein. Je crois que c'est 2016 de mémoire. Forte de premiers succès, mais aussi consciente du long chemin qu'il y avait à parcourir. C'est vrai que l'entreprise a décidé de mettre un coup d'accélérateur depuis 2020, ce qu'elle aurait pu ne pas faire d'ailleurs, puisque c'était en plein dans la pandémie et ça aurait pu être un sujet un peu mis de côté, mais pas du tout. Et alors, j'avais envie de poser la question à Emmanuel, comment toi, en tant que dirigeante, tu participes à ce changement et pourquoi c'est important pour toi? Et est-ce que, comment vous mesurez en fait les progrès concrètement? Et c'est quoi les gros chantiers à poursuivre ou les blocages majeurs, j'ai envie de dire? Alors, pourquoi c'est important? Je pense que c'est plus à prouver que les équipes diverses performent mieux ou réussissent mieux que les équipes qui ne sont pas diverses. Donc, je pense que quand je réfléchis à mon équipe actuelle et même aux équipes du passé, c'est évident, la richesse des échanges, la créativité aussi dans les solutions. Donc, on est tous confrontés, tous les jours, il y a des problèmes ou des opportunités, on peut appeler ça opportunités. Mais la réponse à ces opportunités est beaucoup plus riche quand il y a une pensée qui est diverse. Et ça vient aussi de la diversité des équipes, que ce soit culturel, que ce soit de nationalité, de croyances, enfin voilà, hommes-femmes évidemment. Donc ça joue et vraiment on le voit tous les jours. Je pense que c'est important aussi parce que nos clients sont divers. Donc si on veut pouvoir répondre aux besoins des clients, mais il faut pouvoir les comprendre. Et donc on comprend mieux quand même quand on a un peu toutes les perspectives représentées aussi. Et donc, comment est-ce moi, je contribue à ma modeste échelle, hein, certainement dans m'assurer que dans les équipes, toutes les équipes, il y ait vraiment une diversité aussi, une diversité. Alors, je pense qu'en termes de diversité culturelle, on est très bien représenté. En termes de diversité homme-femme, on a encore, ou femme-homme plutôt, on a encore du travail à faire. Donc, pour moi, c'est particulièrement m'assurer que dans les équipes où les femmes sont encore sous-représentées, eh bien, on a des candidats, des candidates qui sont considérés pour les postes qui sont ouverts, s'assurer de l'avancement aussi des talents qu'on a en interne, féminins, leur donner de la visibilité parce que c'est vrai qu'il y a peut-être parfois une tendance à l'autocensure. Alors, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai que les femmes ont un peu moins confiance, souvent, quand il faut postuler. Donc, encourager aussi, quand il y a des rôles, des postes ouverts, les candidates qui peuvent être, qui pourraient être sélectionnées à postuler. Et puis voilà, donc il y a des objectifs aussi. On a PPG communiqué là, pour la première fois le DE&I report, c'était au 1er mars, hein, je pense, Jean-Louis. Voilà, 1er mars, donc avec des objectifs globaux de progression au niveau de la diversité femmes-hommes, et puis aussi dans les groupes minoritaires aux États-Unis en particulier. Donc, chaque manager a dans ses objectifs de s'aligner et puis de faire progresser ces objectifs-là aussi. Et tu disais je me souviens que tu disais que ce qui était très important quand même, c'est que vraiment votre CIO porte ces valeurs-là depuis longtemps et c'est un vrai axe stratégique vraiment porté par le CIO, par le COMEX. Et ça, évidemment, ça fait probablement passer ce qui était des actions par-ci, par-là à vraiment une espèce d'autoroute, on va dire, si je puis exprimer ça ainsi. Ça, c'est vrai, c'est vraiment ça. Je pense que c'est essentiel parce qu'il y avait beaucoup d'activités et d'actions qui se mettaient en place, qui étaient en place déjà. Donc, ce n'est pas 2020, le démarrage de PPG dans le DE&I. Il y avait vraiment des actions de fond qui étaient déjà en cours. Mais c'est vrai que quand avec le commitment de notre PDG, c'est certain, et du comité exécutif, c'est vraiment
ça devient une priorité. Et je dois dire qu'aussi, on voit vraiment les actions, c'est-à-dire qu'il y a eu une refonte du comité de direction il y a quelques années, où là, il y a vraiment c'était pas tout à fait à parité, mais pas très loin de la parité, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et du coup, ça a un effet positif sur le reste de l'organisation, c'est visible. Et je dirais que pour les groupes qui étaient un petit peu moins portés sur la diversité et l'intérêt dans la diversité, ça amène une petite pression supplémentaire qui je pense, est positive aussi. Pour ceux qui étaient déjà bien engagés, c'est un renforcement supplémentaire et ça permet d'accélérer les choses. Et un petit peu de pression à ceux qui sont un petit peu en retard, mais gentiment. Bon, ça, on aime bien, on aime bien. Alors, Jean-Louis, j'ai été très touchée quand tu t'as dit avoir hésité pour le rôle de senior partner d'E&I parce que tu jugeais que tu n'étais pas forcément le mieux placé pour représenter les minorités, toi qui étais l'homme blanc plutôt favorisé. Je trouve ça, j'aime ton humilité. Alors, qu'est-ce que tu fais toi concrètement pour stimuler la diversité au sein de PPG? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager? Et avec ton équipe, justement, qu'est-ce que tu as comme résistance sur le chemin et comment tu arrives à les dépasser? Voilà. Est-ce que c'est un vrai changement de culture que tu es en train de vivre et de faire vivre? Alors, je ne pense pas. Encore une fois, comme le disait Emmanuel, les actions de diversité, d'inclusion, surtout peut-être l'inclusion en premier et ensuite la diversité suit, ça fait plus de 20 ans que PPG est dessus. Les événements tragiques avec George Floyd, voilà, son décès en 2020, je pense que c'était un élément, comme pour beaucoup de groupes, je pense, et notamment de groupes internationaux et avec une origine américaine, ça a déclenché le fait de structurer l'approche diversité. Donc, moi, je suis un rouage dans une stratégie avec des objectifs, avec des voilà, on rend en anglais on dirait accountable, on rend responsable nos dirigeants, on implique aussi nos collaborateurs, nos salariés. Et moi, j'ai deux pans particuliers. Un sur l'aspect data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mener à bien une stratégie, quelle qu'elle soit, pas forcément une stratégie de la diversité, une stratégie business classique, il faut des chiffres, il faut un suivi, il faut une progression, il faut des KPI, etc. Et donc, moi, je suis chargé de ça sur cet aspect diversité. Donc, tout ce qui est data-driven, je suis le responsable. Et on a ce qu'on appelle chez nous des D&I ambassadors, des dirigeants, des senior leaders qui sont nos avocats, nos porte-parole sur la diversité. Et les actions concrètes, elles sont vastes. Un exemple concret, alors encore une fois, c'est assez répandu dans beaucoup de groupes. On a ce qu'on appelle des IRN, en anglais, Employee Resource Networks, qui sont, si je le traduis de façon littérale, des communautés d'affinité. Ça ne veut pas dire grand-chose, je pense, en français. Ce sont plutôt des réseaux internes. En fait, on fait en sorte de fédérer nos collaborateurs autour d'une cause, d'un intérêt commun, d'une origine ethnique, pour les États-Unis en particulier. Et on en a 8 aujourd'hui identifiés au sein de PPG. On a plus de 7000 membres. On a beaucoup d'événements qui sont organisés par ces IRN-là. Et ça, en fait, c'est finalement le reflet. On a le top-down, l'exemplarité que tu mentionnais, Emmanuel, où nos dirigeants, notre CEO en premier, voilà, il faut qu'on montre l'exemple et il faut effectivement qu'on soit vraiment exemplaire sur les aspects de diversité dans nos moyens pour la poussée et l'inclusion également. Et dans l'autre sens, le bottom-up, qu'on ait aussi nos collaborateurs qui soient eux-mêmes, qui se sentent impliqués, responsabilisés. Et ces IRN-là, ça fait vibrer vraiment notre organisation et ça mobilise nos collaborateurs d'origine. On a un Black Employee Network aux États-Unis, on a un Latin Employee Network plutôt pour l'Amérique latine, on a un Asian Employee Network pour l'Asie, on a bien sûr le Women Leadership Network pour les femmes, les jeunes, les Young Professionals, tout ce qui est handicap, etc. Le LGBTQ, bien sûr, on l'a. C'est très… Et quand on assiste à ce genre de choses, d'événements, on sent, ça change vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on sent nos salariés, nos collaborateurs qui s'ouvrent, ça crée du sens, ça crée de l'inclusion. Et au-delà de ça, dans les autres exemples concrets que je pourrais donner,
on insuffle beaucoup plus de diversité, on forme nos managers à tout ce qui est, en anglais on dit unconscious bias, donc tout ce qui est la lutte contre les préjugés, les stéréotypes, les biais inconscients. On en a formé plus de 4000 depuis quelques années, on en a encore mis des quelques formés ces derniers mois. On insiste un maximum pour sensibiliser à tout niveau. Et ça marche déjà là en une année. Hein, on a structuré notre stratégie depuis début 2021. En une année, c'est ce que montre notre D&I report qu'on a fait paraître il y a un mois. On a déjà progressé sur la plupart de nos objectifs. Donc ça, c'est positif. Et encore, on n'est qu'au début de l'histoire. On est en train de s'associer à des partenaires qui nous aident à nous documenter, à nous améliorer. Donc on apprend. Donc voilà, à mon échelle, je fais bouger des rouages. Ce qui est extraordinaire, c'est l'écho qu'on a quand on discute avec nos dirigeants, avec leur leadership team, avec les salariés eux-mêmes. Quand on participe à ces fameux événements IRN, ça change tout. Et ça, je pense que c'est une culture d'entreprise qui est complètement boostée. C'est clair, hein, on ne voit pas ça dans toutes les entreprises. Hein. Il y en a beaucoup, mais ce n'est pas encore partout. Et moi, il y a un autre élément qui m'avait pas mal intéressé quand tu parlais de toutes les actions, c'est que vous êtes aperçu que quand vous faites quand vous faisiez des recrutements, en fait, les spécifications de poste qui avaient l'air normal pour tout le monde, entre guillemets, même pour les femmes, en fait, étaient bourrées de préjugés inconscients. Et vous vous êtes servi d'un pilote avec de l'intelligence artificielle pour justement vous débarrasser de ces biais. Et vous êtes aperçu que, effectivement, il y a des mots qui découragent les femmes à postuler. Oui, absolument. Il y a un outil, il y en a plusieurs sur le marché, mais des outils d'intelligence artificielle qui, en fait, ce sont des plateformes où on met simplement son offre d'emploi. Et ensuite, l'outil va repérer des terminologies, des expressions qui sont effectivement soit beaucoup trop masculines ou qui vont dérouter des candidats plus jeunes, des candidates féminines, etc. Donc, c'est très puissant. Et on voit effectivement, par ces outils-là, qu'on fait un progrès considérable dans les candidatures et qu'on a des candidatures plus diversifiées. Après, un élément important, nous, on donne un maximum d'outils pour booster la diversité dans nos candidatures. À la fin, le manager, chez nous, homme ou femme, va choisir le meilleur candidat, quel que soit son genre, quel que soit son voilà, on n'est pas dans une logique de pousser, quoi qu'il en soit, un candidat pour ses origines ou son genre. Mais en tout cas, donner les moyens à nos managers, où qu'ils soient, à tout niveau, d'avoir du choix avec des outils appropriés, ça fait la différence. Donc voilà, c'est encore un petit élément qui, voilà, on le distille et ça fonctionne. Bah, bravo pour ça, en tout cas, créer les bonnes conditions, faire en sorte qu'il y ait le choix. Je pense que c'est effectivement ce qu'il faudra retenir. Alors Emmanuel, Jean-Louis, on comprend en fait la diversité et l'inclusion, bah, il faut y aller pas à pas. Alors j'avais envie de dire, qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil à des entreprises qui débutent peut-être un petit peu plus sur ce chemin, qui ne sont pas encore tout à fait au but? Est-ce que vous recommanderiez de commencer, enfin, par quoi on commence en gros, et quels écueils faut-il éviter? Jean-Louis, tu veux? Oui, je prends la question. Non, après, alors, il faut une démarche rationnelle, je pense. Et c'est ce que nous, on a fait. Alors, est-ce que nous, on a fait la bonne démarche? Oui, non. Je pense que, voilà, je me répète un peu, mais il faut… Déjà, on a benchmarké, on a vu qu'est-ce que nos pairs au niveau grand groupe pouvaient faire. On s'est inspiré aussi d'analyses faites par des grandes organisations, parfois pas forcément l'industrie chimique ou même l'industrie manufacturière stricto sensu. Encore une fois, on a un groupe très global, donc on ne s'inscrit pas dans une région ou un pays en particulier. On a réussi effectivement à avoir des benchmarks et après, on a défini une stratégie. Il faut commencer par le basique. Donc, en général, c'est plutôt le genre. On a un groupe international. Comme on a une forte empreinte aux États-Unis historique, on a aussi décidé de commencer par des marqueurs diversité sur tout ce qui est minorité ethnique aux États-Unis. Parce qu'évidemment, d'un point de vue
légal, c'est possible. Ailleurs, évidemment, c'est impossible. Et derrière, il y a toute cette logique d'inclusion. Comment est-ce qu'on mesure l'inclusion? Comment est-ce qu'on mesure la culture d'inclusion dans un groupe? Et ça, donc, ça se fait par tous ces événements que j'ai cités, les IRN, les trainings, les formations qu'on peut mettre à disposition et voir qui les suit. Donc, encore une fois, tout ça est suivi. Donc, en gros, peut-être l'élément essentiel, c'est une stratégie, des indicateurs, des métriques pour pouvoir s'assurer qu'on fait des progrès et une réactivité pour réagir. Si on ne va pas dans le bon sens, il faut des réunions régulières, des suivis. Nous, chaque mois, on regarde les chiffres. Plusieurs fois par an, nos dirigeants, on les brief, on les met au courant de là où ils en sont sur leurs résultats. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il faut démarrer par le basique, mais sans stratégie, sans objectif et sans KPIs. Encore une fois, c'est une stratégie comme une autre, la diversité, finalement. C'est comme un business, on veut réussir à décrocher un marché, il faut une stratégie. Il faut une tactique derrière, mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, parce que comme tout ce qui ne se mesure pas n'avance pas, hein, que ce soit business, diversité ou quoi. Donc effectivement, une stratégie et de la mesure, ça paraît le… Voilà, il peut y avoir la volonté, l'ambition, mais voilà, ça reste des vœux pieux. À un moment donné, il faut revenir à une certaine réalité et un suivi concret. Je voulais juste ajouter peut-être que je revenir sur la notion d'inclusion, parce que évidemment, la diversité, c'est important, mais s'il n'y a pas l'inclusion, finalement, les minorités, hein, pour les caractériser comme ça, on se retrouve, il faut ce sentiment d'appartenance pour se sentir bien. Et j'en reviens à ce que disait Jean-Louis un peu plus tôt sur les IRN, les Employee Resource Network, le fait qu'on parle beaucoup plus ouvertement de tous ces groupes, où on peut participer, comprendre un peu les différentes expériences, les différents challenges des groupes. Ça joue énormément sur le sentiment d'appartenance. Et ça, je trouve que c'est vraiment, il ne faut pas sous-estimer l'inclusion, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de diversité, mais si elle n'est pas bienvenue, si les opinions ne sont pas au moins écoutées, peut-être pas forcément acceptées, mais les différentes perspectives et les différentes cultures, etc., ne sont pas prises en compte et ne sont pas valorisées, alors je pense que la diversité, elle ne va pas jouer son rôle, hein, de moteur. Donc voilà, de ne pas sous-estimer l'inclusion, l'importance de l'inclusion. C'est vrai, c'est l'inclusion qui fait la performance et la créativité. Et peut-être, là justement, j'ai un exemple en tête très concret. Moi, je fais partie de l'IRN LGBTQ+, où effectivement, on a des événements réguliers, dont un où on a eu effectivement, c'est assez puissant, des témoignages de certains de nos salariés, nos collaborateurs, qui ont, soit en parlant d'eux-mêmes, de leur coming out personnel, pour révéler effectivement qu'ils étaient gays pour certains, ou des mères qui parlaient de leurs filles, de leurs filles, etc. Et il y a une puissance de sincérité, enfin, ça a généré, et ça, je pense que c'est très personnel. Peut-être encore, je ne sais pas, en France ou en Europe, je ne sais pas si ce sont des sujets encore effectivement qui peuvent être considérés comme tabous, mais là, en l'occurrence, ça a drainé ensuite un sentiment d'appartenance, et je suis certain, et d'ailleurs les gens nous l'ont dit après ces événements-là, ils se sentent encore farouchement PPG, ils se sentent vraiment considérés, on les a écoutés, ils ont partagé, il y a eu des larmes parfois, il y a de l'émotion dans la voix de certains quand ils partageaient ça. C'est puissant. Effectivement, si ça, on ne le provoque pas, c'est pas inné, on va pas, et effectivement, sortir des zones de confort, sortir des choses très conformistes, très banales, ça peut aussi changer la chose. Donc ça, c'est la puissance de l'inclusion. Et c'est ce fameux socle un peu plus mentionné, je pense, Emmanuel. Sans ça, effectivement, la diversité, on la voit, mais ça reste sans doute théorique. Ouais. Là, au moins, on a des exemples concrets. Voilà, ça crée on est dans la, je voulais juste pour finir, ça me fait penser, en fait, on est dans l'industrie chimique, hein, c'est un peu comme une réaction chimique, il faut créer cette catalyse qui va faire que le produit final est supérieur à la somme des composants. J'aime beaucoup cette image, c'est excellent.
Alors Emmanuel, tu sais, chez Women, on a à cœur de construire un réseau bienveillant de femmes et d'hommes diplômés de DEOMA qui aident les femmes dans leur évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil aux femmes et notamment celles qui peut-être évoluent dans un milieu un peu technique, industriel comme le tien? Et c'est quoi tes conseils aussi pour préserver l'équilibre pro-perso? Est-ce que tu as une bonne recette à nous donner? Ok, donc je vais prendre les questions dans l'ordre, hein. On va commencer déjà par le conseil, le conseil aux femmes. Enfin, un conseil, c'est un peu, je ne vais pas avoir la prétention de pouvoir conseiller, mais je pense que ce qui est important, c'est de bien se connaître. Déjà, de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on n'aime pas aussi, c'est important, et ses valeurs fondamentales. Et puis, je pense qu'avec ça en tête, ne pas s'auto-censurer. Il faut y croire, hein. Il faut croire en ses compétences et croire en ses capacités. Et je dis ça pas de manière générale. J'ai souvent des discussions avec des collègues ou des amis qui me disent ah, mais je ne remplis pas tous les critères ou mais je ne vais peut-être pas y arriver. Voilà, il y a énormément de compétences, énormément de capacités. Il faut croire en soi dans la mesure du possible. Et puis, mettre en avant ses réalisations dans l'entreprise. Ça, c'est important aussi, pas sous-estimer. Se mettre en avant de manière authentique et sans trop en faire non plus. Mais ça, c'est important de mettez en avant vos réalisations, exprimez vos aspirations. Pas penser que ça se sait ou que une bonne fée va travailler à votre développement et à votre carrière. Il faut pouvoir dire ce qu'on a envie de faire et comment on se voit progresser. Et puis après, ça dépend aussi des personnalités, mais selon les personnalités, il ne faut pas hésiter à se challenger. Donc, voilà, de se mettre un peu en danger, entre guillemets, sortir de la zone de confort et de foncer. Je dirais que sur le dernier point, on en revient au premier point qui est de bien se connaître, de savoir ce qu'on aime et de ce qui nous motive. Mais ce seraient mes 4 points, ou 5 points avec le premier. Et prendre du temps pour soi, tu disais aussi. Hein, prendre du temps pour soi. Alors, ça, j'essayais pas d'éviter la question. Merci. Non, challenging, hein, je vais pas mentir. Il y a des fois où l'équilibre, c'est très difficile de le trouver. Je pense que pour moi, je sais que moi, j'ai une tendance à beaucoup travailler, ça me plaît, je fais ce qu'il y a à faire pour, voilà, quelle que soit la quantité de travail, mais quand même, je préserve des temps avec la famille. Donc, je voyage beaucoup. Enfin, je voyageais pré-Covid énormément, 70% de mon temps, donc ça veut dire 3-4 jours par semaine en n'étant pas chez moi le soir. Donc, le week-end, pas de travail, ça c'est ma règle. Donc, sauf s'il y a vraiment une crise majeure qui nécessite que je travaille le week-end, je ne travaille pas le week-end. Et le soir, une fois que je suis rentrée chez moi, pareil, j'essaye vraiment, et ça je m'y tiens assez bien dans la mesure sauf cas majeur, ce qui arrive quand même rarement, le soir c'est à la maison pour la famille. Voilà, après, c'est vrai que des fois, ce serait bien que les soirées soient un peu plus longues, hein, que quelques heures, mais bon, il faut arriver à jongler. Je pense que l'essentiel, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et si on est bien dans ce qu'on fait au travail, on est aussi mieux chez soi et donc on est plus disponible quand on est chez soi. Donc, encore une fois, c'est un équilibre qui dépend vraiment de chacun ou chacune. Hein. C'est un équilibre personnel à trouver, mais c'est pas facile non plus tous les jours hein, de réussir à trouver cet équilibre-là, mais on y arrive. La perfection n'existe pas. Hein. Voilà. Et Jean-Louis, de ton côté, est-ce que tu as des conseils à donner à nos participantes et participants en ligne, notamment, je pense aux jeunes qui nous écoutent? Alors, autant il y a 20 ans, 25 ans, quand j'étais moi-même jeune diplômé ou jeune travailleur, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de chances de pouvoir faire des expériences à l'étranger, des stages, des échanges universitaires. En gros, il n'y a pas de recette miracle, mais multiplier les expériences. Si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger versus un stage en France, partir à l'étranger, même si a priori sur le papier, il est peut-être moins intéressant, les langues, la culture, les rencontres que vous allez faire, surtout quand on est jeune, voilà, on a du temps a priori, on n'a pas
autant d'obligations qu'on a plus tard, quand on commence pour certains ou certaines à former une famille. Donc, c'est à ce moment-là qu'on apprend. Donc, multiplier les expériences, s'en nourrir. Moi, encore une fois, ce que j'ai vécu avec mes années d'ONG et d'humanitaire, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, j'en ai aussi à un moment donné payé un peu le prix d'un point de vue crédibilité. Voilà, je le referais 1000 fois, hein, si de nouveau j'avais le choix de le faire. Et sans doute quand je serai jeune retraité, il y a des chances que je lève la main pour repartir sur des missions humanitaires avec MSF ou d'autres ONG pour faire des choses concrètes. Parce que c'est une sorte de virus à un moment donné quand on goûte à ça. Mais franchement, voilà, multipliez les expériences, nourrissez-vous d'un maximum de contacts. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et voilà, à ne pas le faire, à un moment donné, on ne peut plus le faire pour différentes raisons, professionnelles, familiales, personnelles. Et là, on le regrette, je pense. Parce que ouais, on n'a pas conscience qu'on a raté quelque chose. Donc ça, je pense que c'est important. Provoquer peut-être aussi ces expériences-là. Super, provoquer les expériences et puis n'ayez pas de regrets. Ça, j'aime beaucoup ton conseil. Emmanuel, Jean-Louis, leur tourne. Je voudrais vous remercier pour ce partage franc et authentique. On va passer aux questions des participantes et des participants en ligne avec Adeline. Adeline, je te passe la parole. Emmanuel et Jean-Louis, beaucoup de remarques très positives hein, sur vos parcours, sur les ondes positives que vous envoyez, etc. Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, ce qui a retenu l'attention, c'est les ERN, avec une question de Marine Augusti qui, en fait, pose la question de la composition de ces groupes. Est-ce que dans ces networks, les participants ont les mêmes profils ou entre cadres, managers, ouvriers, production, comment sont constitués ces groupes? Alors, je vais répondre à la question. Toute personne chez PPG peut adhérer, entre guillemets, à un IRN, qu'elle soit, alors dans une terminologie française, qu'elle soit cadre, non cadre, employé, peu importe. En fait, l'idée, c'est quelqu'un qui a envie ou qui se reconnaît dans une cause, un intérêt particulier. Il ne faut pas forcément être, je prends un exemple caricatural, il ne faut pas avoir un handicap particulier pour être membre de notre Ability First, qui est notre IRN sur tout ce qui est handicap. On peut être un allié, on peut être sensible à cette cause-là, et à ce moment-là, on en fait partie. Après, dans chacun de nos IRN, on a ce qu'on appelle des piliers. Il y a un aspect culture, il y a un aspect commerce, il y a un aspect carrière, communauté, hein, les 4C, où on développe des initiatives et chaque membre peut ensuite avoir un rôle s'il le souhaite. Et, et ces IRN sont dirigés, entre guillemets, sont managés par des salariés, quels qu'ils soient. On ne peut pas forcément être manager chez PPG pour être manager dans un IRN. Donc, et on voit des initiatives très intéressantes et qui sont, voilà, pour répondre peut-être plus simplement à la question, toute personne employée chez PPG peut adhérer à un IRN, même à plusieurs, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement d'avoir un intérêt pour cela et après, on y prend un rôle actif ou un rôle au moins d'écoute, ça suffit. C'est déjà bien. Le leader de cette ERN, il est élu, il est nommé, il est… Comment? C'est une bonne question. Alors pour l'instant, encore une fois, on les a restructurés depuis l'année dernière. On est plus sur une logique de volontariat aujourd'hui. On n'a pas encore effectivement eu à mettre en place des élections particulières. C'est plus, encore une fois, les gens qui lèvent la main qui vont pouvoir les rejoindre. Encore une fois, on incite les gens à en faire partie pour au moins développer leur inclusivité quelque part. Donc, on n'en est pas encore à une logique d'élection. En France, en ce moment, c'est un autre sujet, mais bon, en tout cas, on l'a pas encore développé sur ces aspects-là. En tous les cas, on sent bien que c'est vraiment l'agent qui permet de vivre l'inclusion et d'avoir cette expérience en commun qui fait que cette appartenance,
elle est vécue, et votre… voilà, la volonté est incarnée, et ça, c'est vrai que c'est un outil fort. Donc, il y a eu donc 2 questions, mais tu as répondu aux 2 points. Alors, sinon, il y a une question pour Emmanuel sur ton parcours, ce parcours de femme dans un contexte qui est quand même majoritairement féminin. Donc, c'est Adrien Hildebrand qui te pose la question et qui te demande quels ont été tes freins pour ton évolution professionnelle, et qui pense tout particulièrement à ton premier rôle de manager. Quels ont été les freins que tu as ressentis à ce moment-là? Et puis aussi, comment est-ce que tu as ressenti tu étais femme, mais française au sein de ce groupe international, donc qui est américain d'origine. Donc, comment tu te ressens aussi en tant que femme française au sein de ce groupe? Alors, c'est intéressant comme question. Je réfléchis. Je me dis, est-ce que je me suis réfléchie en tant que femme française? Non, ça ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Par contre, dans mon premier rôle de management, c'est clair que je pense que le fait d'être une femme n'a pas été un obstacle. Je pense que d'ailleurs, dans quasiment tous les rôles, je n'ai jamais ressenti vraiment le fait d'être une femme comme étant un obstacle. Par contre, sur ce premier rôle-là, j'avais très peu d'expérience, 2 ans et demi d'ancienneté, donc j'étais très jeune, beaucoup plus jeune que tous les gens que je gérais. Je pense que ça a joué plus que le fait d'être une femme. Après, selon les rôles, c'est vrai qu'il y a eu des rôles où j'ai dû gérer essentiellement des équipes d'hommes, parce que dans notre industrie, on est quand même diversifié, mais il y a des fonctions encore, en particulier en commercial, où il y a peu de femmes. Donc, c'est vrai que quand j'ai été sales manager, les premiers rôles, je manageais essentiellement des équipes masculines. Je dois dire que je n'ai jamais vraiment ressenti le fait d'être une femme comme un obstacle. Après, il y a évidemment, peut-être que le relationnel se construit moins facilement parce qu'on n'a pas forcément les mêmes affinités, ou il y a peut-être des activités que les hommes feraient entre eux, ou disons voilà. Mais c'est un peu j'ai un peu la même impression de dire que c'est de dire un préjugé ici, parce que dans la réalité, tout le monde est différent. Mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme un handicap. Je trouve qu'après, quand on évolue sur des rôles beaucoup plus seniors, il y a une question de leadership style, ce que j'appellerais leadership style, qui joue plus. Est-ce que c'est lié au genre ou pas? Bon, c'est pareil, je ne veux pas faire de raccourci, mais après, c'est plus une adaptation du style de leadership. Alors là, évidemment, qu'il y a une différence un peu culturelle entre le style, je ne sais pas s'il y a un style français, mais disons un style européen et un style américain. Donc voilà, là, il y a des ajustements aussi à faire pour prendre en compte que la culture aux États-Unis, l'approche des problématiques, la manière de communiquer aussi est très différente de l'Europe. Mais je ne l'ai jamais vraiment ressenti comme étant française par rapport à américain. C'est, je dirais, plus européen par rapport à américain. On a une vraie différence de style dans la manière d'interagir dans le business, et puis la manière de communiquer aussi. Sachant que pour la plupart des Européens, l'anglais n'est pas notre langue natale, ou notre langue native, donc c'est aussi un challenge supplémentaire. Ouais, ouais, absolument. Alors, il y a aussi une question en parlant de diversité, sur comment est-ce que vous traitez le handicap, ou les handicaps d'ailleurs? Alors, on le traite avec beaucoup d'intérêt, bien sûr. Après, les initiatives vont varier d'un pays à l'autre. Alors, au niveau global, on est en train on répond en fait à un index, à une enquête, à une étude qui va nous permettre, PPG au niveau global en tant que groupe, d'avoir un positionnement. Voilà, est-ce qu'on est bien positionné ou pas assez bien positionné par rapport aux questions de handicap. Donc ça, c'est une version, on va dire, une vision globale. Donc là, on est en train de répondre à cette étude-là globale. C'est un index, je crois, qui est fait chaque année. Et après, au niveau des pays, alors moi, vu de ma fenêtre, si je prends l'exemple de ce qui se passe en France, je suis basé en France, on fait beaucoup d'efforts sur l'aspect recrutement, avoir des partenariats avec des sites d'offres d'emploi qui mettent qui mettent en avant les personnes handicapées. On sensibilise nos managers à ces profils-là de plus en plus. Donc, au niveau du handicap,
je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire, et je pense que chaque pays, en fait, c'est toujours délicat parce que chaque pays a des cadres légaux particuliers. La France, en tout cas, de ce que j'en sais, est assez précis. Donc on fait tout ce qu'on peut. Après, effectivement, au niveau global, c'est là où c'est la limite un peu de l'exercice pour nous parce que notre stratégie diversité, elle est tellement globale que, aborder le handicap, si on veut être très concret dans nos actions, là, il faut qu'on soit, voilà, on descend très vite au niveau d'un pays, même pas une région, mais d'un pays. Et là, effectivement, bah, nos équipes RH sur le terrain, voilà, mettent en place ou ont déjà mis en place, hein. Encore une fois, tout n'est pas en train d'être mis en place maintenant, mais c'est, on a, là, je ne peux pas répondre de façon précise pour tous les pays, évidemment, on a plus de 70, mais en tout cas, pour la France, de ce que j'ai vécu, de ce que je vois, voilà, on fait tout pour mettre en œuvre d'écoute et plus d'outils, plus de sensibilisation à ces éléments-là. On, Encore une en- fois, ce on n'est pas entend, nouveau cette année, hein. mm. On entend bien la sensibilisation à toute la diversité, donc l'adaptation à chaque pays avec les différents outils que vous avez. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question, Alexia. Une très, très courte. Une dernière très courte. Bah, en tous les cas, vous avez évoqué l'importance de la mesure, puisque des actions ont été menées d'ailleurs chez vous depuis un certain temps. Et il y a eu cette publication. Alors, c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, c'est vécu comme un frein, toute cette mise en conformité où il faut publier un certain nombre de notes, etc. Est-ce que l'un d'entre vous peut parler de cet index égalité qui est arrivé, par exemple, en France et dont l'objectif est de s'améliorer chaque année? Et c'est vrai d'ailleurs que l'on voit qu'entre l'année dernière et cette année, beaucoup d'entreprises qui sont assujetties à cet index, finalement, s'améliorent sur les différents critères. Alors, je ne suis pas certain que PPG soit assujetti à cet index-là. Encore une fois, je ne sais pas si c'est uniquement les sociétés qui ont leur siège social en France qui, du coup, sont entre guillemets, l'obligation de répondre à cela. Nous, nos éléments de benchmark et nos objectifs, on a pris un benchmark, on a utilisé une organisation non-profit qui s'appelle Catalyst, qui œuvre depuis, je pense, au moins 60 ans pour pousser effectivement, en tout cas les femmes dans le monde de l'entreprise davantage. On a pris très au sérieux leurs études. Et après, voilà, nous, on sait que pour tout ce qui est population, alors c'est difficile de traduire ça dans une logique française, mais tout ce qui est, on va dire, population peut-être de assimiler cadres et cadres, on a un objectif d'être à 35% au niveau global du groupe, d'avoir une représentativité féminine, 35%. On est quasiment à 30% aujourd'hui au niveau du groupe. On a une stratégie à 5 ans, donc on a encore 4 années pleines pour pouvoir atteindre ces 35%-là. Après, 35%, ce n'est pas non plus tant que ça. On pourrait atteindre 40, 50. Dans certaines de nos activités, dans certains de nos départements, on est à plus de 70%. Très variable. On en discutait en off tout à l'heure avec Emmanuel. Si on regardait peut-être, on faisait un zoom sur tout ce qui est R&D, nos laboratoires, on a certainement plus de 50% de femmes qui sont dans nos laboratoires. Maintenant, on prend une usine qui fabrique de la peinture. Bon, là, on va tomber à beaucoup moins, beaucoup moins. Donc, c'est très, très variable. Mais en tout cas, il faut se donner une mesure, s'y tenir et, encore une fois, relever les compteurs régulièrement et avoir des actions correctives pour faire en sorte qu'on tienne nos objectifs. Et rester dans l'esprit qui est effectivement de s'ouvrir à des perspectives différentes. Oui, oui. Après, il y a une vraie réalité, c'est que voilà, les investisseurs aujourd'hui pour les groupes cotés, et nous, PPG est coté à Wall Street depuis très, très longtemps. On a des obligations aussi, il faut qu'on soit très transparent là-dessus. Donc, on a aussi une certaine obligation vis-à-vis de nos actionnaires, nos investisseurs, pour montrer qu'effectivement, on fait tous les efforts possibles. C'est comme quelques métriques business, il faut mesurer pour s'améliorer. Je pense qu'au final, on peut débattre de est-ce qu'il faut faire des métriques ou pas, mais tant qu'on ne mesure pas, rien que le fait de mesurer et de donner de la visibilité aide à faire avancer les choses. Donc, moi, je pense que personnellement, j'ai évolué sur cette question-là, ou même sur le fait qu'on encourage aussi la diversité de manière proactive, toujours sur la base de la performance. Parce qu'au final, si on ne le fait pas, voilà, il faut voir les choses en face. Donc, quand il y a besoin d'améliorer, il faut améliorer.
Bravo pour ça. En tout cas, Emmanuel et Jean-Louis, il va falloir qu'on se quitte, donc j'avais envie de vous demander votre petit mot de la fin. Emmanuel, je t'en prie. Allez, bah moi je vais dire, puisqu'on parle de diversité, les équipes diverses réussissent mieux et performent mieux que les équipes non diverses. Alors foncez. C'est clair. Et moi, je reprendrai, en fait, on a eu au mois de janvier une intervenante qui est la fille de Martin Luther King, Dr Bernice King, et qui nous disait, voilà, it starts with me, ça commence par soi. Donc, le meilleur avocat, le meilleur représentant pour vous, c'est vous-même, en fait. Donc, commencez par être vous-même ouvert, sensibilisé aux problématiques d'inclusion et de diversité et d'égalité. Documentez-vous, renseignez-vous. Et après, ça va de soi. Après, on devient acteur. Et oui, moi, je l'ai aussi. Ça commence par nous. Merci beaucoup pour vos témoignages si inspirants, Emmanuel et Jean-Louis. Merci aux participantes et participants en ligne pour votre participation. Justement, le replay de notre Women's Café sera disponible dans quelques jours. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe LinkedIn. C'est dans l'onglet Converser que vous allez avoir tout ça. Et n'oubliez pas nos 2 prochains rendez-vous. Le Women's Café exceptionnel avec le 10 mai à 13 h, Véronique Penchielati-Bossetta, qui est CIO international et membre du COMEX de Danone. Elle a été co-CIO du groupe en 2021 jusqu'à l'arrivée du nouveau CIO groupe Antoine de Saint-Afrique. Elle nous racontera les clés de réussite de son superbe parcours au sein de Danone et comment elle a embarqué ses équipes dans la transformation aux côtés de son nouveau DG. Vous aurez le lien très très bientôt. Et si vous avez envie de vous changer les idées, on organise avec le club Art et Culture le 25 avril à 19 h 15 au Musée du Luxembourg une visite guidée autour de l'exposition Pionnière, l'art au féminin, qui met en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. Ce sont Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Tarsila Amaral, et j'en passe encore. Bref, passionnant, c'est limité. Donc, vous avez le lien dans Converser, place limitée, et c'est vraiment une visite guidée vraiment très sympa à faire. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et on vous dit à très bientôt. Et merci encore, Emmanuel et Jean-Louis. Merci à toutes, merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.